Bonjour à tous et bienvenue à ce grand format de l'actualité sur la télévision parlementaire du Bénin. Voici le sommaire. Ça y est, c'est fait. Les secrétaires des commissions permanentes sont finalement désignés hier. Les postes étaient restés vacants jusque-là à cause du groupe parlementaire Les Démocrates qui s'est finalement décidé suite à une décision de la Cour constitutionnelle. Il en a été de même pour les représentants dans les parlements régionaux et les institutions nationales. En Belgique, les parlementaires ont interrogé le gouvernement sur sa réforme du système de pension. Une série de 10 questions orales adressées au gouvernement belge, représenté par son chef, à savoir le Premier ministre, et plusieurs autres ministres du gouvernement. Vous les entendrez dans cette édition. Et puis en page magazine, nous parlerons éducation avec les apprenants qui sont actuellement en pleine vacances scolaires. Nombreux sont les parents qui se préparent à inscrire leurs enfants pour des cours de vacances. Ces cours sont-ils indispensables pour ces apprenants? Les acteurs de l'école répondent par l'affirmatif et justifient. Leurs explications sont à suivre. Bienvenue à chacun et à tous. Les bureaux des commissions permanentes de la 9e législature sont désormais au complet. Les postes de secrétaire restés vacants jusque-là ont finalement été pourvus hier à l'hémicycle. C'est suite à la décision DCC 23-215 rendue par la Cour constitutionnelle en date du 13 juillet dernier. Voici la substance des élections de ces secrétaires des commissions permanentes. Les députés, membres de la Commission des lois de l'administration et des droits de l'homme, se sont réunis le lundi 17 juillet 2023 pour l'élection du secrétaire de la Commission conformément aux dispositions des articles 33 et 15 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. À l'issue des opérations de vote, les résultats suivants ont été obtenus. Au poste de secrétaire, le candidat Ronsou Nounagnon Célestin a obtenu 16 voix sur 16. Commission des finances et des échanges. Le président de séance a, conformément aux dispositions de l'article 15.4-A du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, déclaré élu au poste de secrétaire de la commission le député Isiaka Aruna. Commission du plan, de l'équipement et de la production. Le candidat Imoru Taïrou a obtenu 17 voix sur 17. En conséquence, le président du bureau d'âge a déclaré élu au poste de secrétaire l'honorable Imoru Taïrou. Commission de l'éducation, de la culture, de l'emploi et des affaires sociales. Le candidat Sabi Karim Alassane est élu secrétaire de la commission de l'éducation, de la culture, de l'emploi et des affaires sociales. Commission des relations extérieures, de la coopération au développement, de la défense et de la sécurité. Le président de séance a déclaré élu au poste de secrétaire de commission la candidate Élise H. Aïché. Voilà donc en ce qui concerne les différents secrétaires désignés pour le compte des commissions permanentes de la 9e législature. C'est l'honorable David Ouinsa, deuxième secrétaire parlementaire de l'Assemblée nationale que vous avez écouté. Et toujours en respect des autres injonctions de la décision de la Cour constitutionnelle, les députés ont également finalisé la désignation de leur père devant représenter l'Assemblée nationale au sein des parlements régionaux et dans certaines institutions nationales. Un processus resté inachevé jusque-là à cause du groupe parlementaire Les Démocrates. Les précisions avec Océane Amossou. Mise en place du dispositif électoral, présentation des différentes procurations, les élections des représentants du groupe parlementaire Les Démocrates dans les parlements régionaux et les institutions nationales se sont finalement déroulées ce mercredi dans l'hémicycle. Une fois les votes engagés, les députés ont démarré par les représentants devant siéger à la Commission béninoise des droits de l'homme. Honorable Adjovi Chantal, Adomaou Jérémy, L'Assemblée nationale a désigné en sa séance du mercredi 19 juillet 2023 par 89 voix pour, une voix contre et 0 abstention
ses représentants à la Commission béninoise des droits de l'homme, il s'agit de 1. Titulaire Sinan Unengi Bio Gounou et son suppléant qui est Lokosu Léopold. 2. Olosoumaï Hélène comme titulaire et sa suppléante qui est Moumenou Maouyon Denise. Place au choix des représentants du parti Les Démocrates pour siéger dans les parlements régionaux. L'Assemblée nationale a désigné en sa séance du mercredi 19 juillet 2023 par 91 voix pour, 1 voix contre et 0 abstention aux parlements régionaux ci-après les députés dont les noms suivent: Parlement panafricain, Deyi Fadeyon Léon, Parlement de la CEDEAO, Wassangari Biosika Abdel Kamel, CIP UMOA, Sojinou Michel François Olutoye. Enfin, les élus du peuple ont choisi leur père du groupe parlementaire Les Démocrates pour siéger à la Haute Cour de justice et à l'autorité de protection des données à caractère personnel. L'Assemblée nationale a désigné en sa séance du mercredi 19 juillet 2023 par 85 voix pour, 1 voix contre et 0 abstention, le député Adechokan Gafari du groupe parlementaire Les Démocrates pour siéger à la Haute Cour de justice. L'Assemblée nationale a désigné en sa séance du mercredi 19 juillet 2023 par 86 voix pour, 1 voix contre, 0 abstention, la députée Oru Tama Viviane du groupe parlementaire Les Démocrates pour siéger à l'autorité de protection des données à caractère personnel APDP. Ces différentes élections se sont déroulées conformément aux dernières décisions de la Cour constitutionnelle en date du 13 juillet dernier. Elles viennent boucler le processus de désignation des représentants de la 9e législature dans les différentes instances nationales et internationales. La deuxième session extraordinaire de l'année 2023 a été ainsi clôturée par Louis Berounou-Vlavonou, le président de l'Assemblée nationale. Il faut dire que déjà le lundi, les députés avaient opté pour une procédure d'urgence en ce qui concerne la conformité du Parlement à la décision DCC 23-215 du 13 juillet dernier. La Commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme avait donc présenté son rapport aux députés dans la même journée du lundi. Je vous propose d'écouter ici les explications données aux députés par le président de cette commission, Orden Aladati. Qu'ils vous souviennent que lors des désignations, nous avons procédé de façon séquencée. Nous avons regroupé les parlements régionaux. C'est vrai que les groupes parlementaires qui étaient prêts pour proposer des candidats ont proposé leurs candidats et sur une liste unique qui en a participé. Sinon, les votes deviennent multiples et ça prend énormément de temps. Ce que la Commission propose, c'est de regrouper les parlements régionaux, ceux de AO, CIP UMOA, le Parlement panafricain. À ce niveau, le vote qui avait été fait demeure valide. Et je profite pour donc répondre au président Achadé qu'il vous souvient qu'en ce moment, les démocrates n'avaient pas désigné. Et aucune désignation ne peut se faire sans la validation de la plénière. Si donc les démocrates y inséraient leurs propositions, ces propositions n'auraient pas eu l'aval de la plénière. C'est pour ça que, obligatoirement, chaque représentant de l'Assemblée qu'on doit envoyer dans ces institutions devrait être mandaté par la plénière, donc sous adoption. Quand on a fait ces votes, qu'ils vous souviennent,
les démocrates n'avaient pas proposé de candidat. Si les démocrates proposent leur candidat, il lui fallut donc soumettre ces candidatures encore à la validation, à l'adoption de la plénière. C'est pourquoi cette démarche-là a été suggérée. Donc si nous nous entendons sur ce fait, dans les parlements régionaux, les démocrates auront à désigner un candidat au titre de la CEDEAO, un candidat au titre du CIP-UEMOA, un candidat au titre du Parlement panafricain. On va en faire une liste unique. Le bureau va en faire une liste unique. Nous allons voter pour ces trois démocrates-là, dans un premier temps. Après, les démocrates vont proposer leur candidat selon la clé de répartition validée par la Cour constitutionnelle, à l'APDP, que nous allons soumettre au vote. Les démocrates vont proposer un candidat à la Haute Cour de justice. Il y a une élection qui a été validée. C'est le ballotage qui a été validé par la Cour constitutionnelle. Qu'il vous souvienne qu'au niveau de la Haute Cour de justice, nous avons procédé à l'élection de nos représentants en 2 temps. Il y a une clé de répartition qui a permis de dégager 5. Ces propositions ont été faites et soumises au vote. Et le seul poste en ballotage, la Commission a suggéré que l'on requiert 2 candidatures, une des Républicains et une des démocrates. Les Républicains ont proposé leur candidature qu'on a soumise au vote et adoptée ici. Il n'y a que les démocrates n'avaient pas fait. Sur ce ballotage, la Cour n'octroie plus le poste en ballotage aux démocrates et demande que ce poste-là revienne aux républicains. Donc on suppose, la Commission suggère que donc ce vote-là soit validé. Mais dans la répartition initiale, une place revenait bel et bien aux démocrates, qu'il va falloir que les démocrates pourvoient à ce poste-là. Donc ils vont proposer un candidat à la Haute Cour de justice. Mais parce que à la Commission béninoise des droits de l'homme, l'élection des 2 représentants de l'Assemblée n'avait pas abouti, donc c'est maintenant qu'on va procéder à cette élection. Et pour ce faire, l'Union progressiste, le renouveau, selon la clé de répartition qui avait été validée, avait une place, et il y avait une place en ballotage entre le bloc républicain et les démocrates. La Cour constitutionnelle estime que cette place en ballotage revient d'office au parti les démocrates. Et c'est pour cela que l'on demande à l'Union progressiste, le renouveau, de proposer un candidat et un suppléant, parce que pour cette fois-ci, il faut un suppléant à chaque fois, et au parti les démocrates, au groupe parlementaire, j'allais dire les démocrates, de proposer un candidat, plus donc son suppléant que l'on va soumettre à l'appréciation de la plénière à travers sa adoption. Donc c'est ce qui est suggéré par la Commission. Ils sont là depuis quelques jours. Les jeunes parlementaires de la francophonie sont au Bénin dans le cadre de la première édition du Parlement francophone régional. Entre autres thématiques à développer par eux, l'éducation et l'extrémisme violent. Les travaux ont été ouverts ce mardi à Cotonou par le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Gbéounou-Vlavono. On fait le point avec Saturnin Diossou et Octave Adjo. Près de 40 jeunes de divers pays d'Afrique réunis ici à Cotonou au Bénin pour cette édition du Parlement francophone régional des jeunes. C'est inédit, selon le président du comité d'organisation. Il faut le dire et le répéter plusieurs fois, c'est une première et nous avons l'honneur au Bénin d'accueillir la toute première édition de la réunion des parlements des jeunes régions Afrique. Et je peux dire dans le monde. Cotonou marquera sans doute cet événement parce que de Cotonou, l'APF fait un point de départ pour une nouvelle initiative qui est encourageante et exaltante. C'est d'ailleurs le lieu de remercier l'APF et son bureau pour avoir donné l'opportunité à notre pays d'organiser cette première édition du Parlement francophone régional des jeunes. La jeunesse africaine a sa place dans l'édification et la consolidation de la démocratie sur le continent. En les réunissant, l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF entend leur faire prendre conscience du devoir qui est le leur et de renforcer leurs capacités pour le remplir. C'est à vous de faire vivre cette démocratie,
en lui insufflant vos aspirations et vos rêves pour les générations de demain. Véritable carrefour de dialogue, ce Parlement francophone régional des jeunes vous permettra d'échanger sur vos expériences diverses, de débattre et de partager vos pratiques dans le respect des identités et de la diversité. Vous avez, tout au long de vos travaux, la possibilité de découvrir concrètement le travail parlementaire et de vous familiariser à la prise de parole en public ainsi qu'à l'art oratoire grâce au concours des joutes oratoires que vous avez dans votre programme. Ouvrant les travaux de ces assises, le président de l'Assemblée nationale du Bénin rappelle les principaux objectifs des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie en créant le Parlement francophone des jeunes. L'expérience du Parlement des jeunes constitue une opportunité qui leur est offerte de s'exprimer, de débattre et de proposer des solutions concrètes aux défis auxquels notre société est confrontée. C'est également une occasion d'apprentissage du travail parlementaire et de brassage entre les jeunes venus d'horizons divers autour des thématiques d'intérêt national et international. À cet égard, je voudrais saluer et encourager l'organisation de la régionale du Parlement francophone des jeunes et suggérer par la même occasion que cette initiative s'étende sur les autres régions de l'APF afin d'atteindre les objectifs qui sont les nôtres au niveau de l'APF. L'égalité d'accès des filles et des garçons à l'éducation et les réponses de la jeunesse face au terrorisme et l'extrémisme violent sont les thématiques sur lesquelles la session de Cotonou se tient. Diverses activités sont prévues, parmi lesquelles le renforcement de capacités des participants en art oratoire. Je vous encourage fermement à profiter de cette session pour développer vos compétences en art oratoire, apprendre les uns des autres et vous engager activement dans la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent et que sais-je encore. Notre francophonie est une source de richesse inestimable. En unissant nos voix et en partageant nos expériences, nous pouvons construire un avenir meilleur pour tous et être des ambassadeurs de paix, de tolérance et du dialogue intergénérationnel. Cette première édition du Parlement francophone régional des jeunes dure toute une semaine. Direction à présent le Parlement belge avec cette séance de questions orales au gouvernement. Le Premier ministre de Belgique, Alexandre De Croo, était devant les députés avec à ses côtés plusieurs membres de son gouvernement. Les parlementaires ont adressé une série de 10 questions orales au gouvernement sur sa réforme du système des pensions. Je vous propose d'écouter ici quelques-unes de ces préoccupations suivies des éléments de réponse fournis par le chef du gouvernement belge. Ça fait 30 ans qu'on sait que ce choc démographique va arriver. Vous êtes au fond le premier gouvernement à le subir de plein fouet. Et votre responsabilité là est malgré tout très engagée parce que vos deux familles politiques sont aux affaires depuis déjà très longtemps, mais aussi parce que l'assise de votre gouvernement, cette large coalition, aurait pu permettre de changer de paradigme. Je n'ai que deux questions. Avez-vous la moindre assurance que la Commission européenne va accepter cette réformette? Celui qui travaille plus longtemps doit également pouvoir être récompensé d'un bonus pension. Cela signifie que celles et ceux qui ont droit à une pension minimale devront effectivement travailler 20 ans avec une série d'exceptions, bien sûr pour les femmes plus vulnérables. Je ne vais pas prétendre que j'en fais partie. Alors, Madame la Ministre, Monsieur le Premier ministre, il reste encore du travail à réaliser. Quelles sont les prochaines étapes que vous allez désormais encore envisager? Que pour nous, il est clair que les épaules les plus larges doivent assumer les charges les plus lourdes. C'est la raison pour laquelle nous regardons celles et ceux qui
perçoivent une pension, la pension la plus élevée, pour qu'ils apportent leur contribution. Cela permet d'assurer le financement de ce système. Il sera mieux financé que sous le précédent gouvernement, mais il restera juste et solitaire. L'accord est sur la table. Ma question est la suivante. Les gens veulent aujourd'hui de la clarté. Comment allez-vous faire en sorte que les personnes soient correctement informées des mesures annoncées? Et ceux qui ont des critiques, vous devriez avoir le courage aussi d'aller chez ces personnes qui ont vu leur pension augmenter. Vous devriez aller dire à ces personnes, vous savez, de moi, vous n'aurez pas reçu cette augmentation, parce que c'est votre message. Votre message est de dire, désolé, vous ne deviez pas recevoir cette augmentation. Nous avons choisi de donner cette augmentation et d'ajuster également, de faire des ajustements qui sont nécessaires pour rendre possible cela et plus encore. Et il s'agit de 3 principes. Le premier principe, le travail, c'est du travail. Arrêtons de faire la distinction. Quelqu'un qui a travaillé comme fonctionnaire, quelqu'un qui a travaillé comme indépendant, quelqu'un qui a travaillé comme salarié. C'est la même chose. Et donc ça doit se refléter dans le même système de pension. Et c'est pour ça que, oui, c'est pour ça qu'on fait des réformes. C'est pour ça qu'en effet, on a fait un ajustement sur le système de la péréquation pour le ramener vers un système qui est connu, qui est le système de l'enveloppe bien-être. Oui, on ramène les pensions les uns vers les autres. Allons maintenant au Royaume-Uni où les députés ont voté une loi contre l'immigration clandestine. C'était ce lundi 17 juillet, un texte qui n'est pas du goût des instances internationales comme par exemple l'Organisation des Nations Unies. Les précisions avec Latif Ouboni. Le Parlement britannique l'a validé au bonheur du Premier ministre conservateur Rishi Sunak. Le chef du gouvernement a fait de l'immigration clandestine un chantier prioritaire. Depuis 4 mois, son parti se bat pour faire adopter son projet de loi sur l'immigration. Et cette nuit, du lundi 17 juillet 2023, enfin, une première victoire. Le texte voté par l'Assemblée nationale prévoit l'impossibilité pour des immigrants illégaux de demander asile. Mieux, un migrant pris devrait être extradé vers le Rwanda, par exemple, après un temps de détention. Rishi Sunak et son gouvernement doivent encore se patienter avant la fin de la procédure législative. La loi votée doit en effet être validée par le roi Charles III. Mais déjà, le texte suscite de vives réactions de la communauté internationale. L'ONU a dénoncé lundi une loi en contradiction avec les obligations du Royaume-Uni au regard du droit international relatif aux droits de l'homme et des réfugiés. De Londres, on prend l'avion, on revient au pays pour maintenant feuilleter les journaux. Dans la revue de presse de ce jour, les quotidiens sont abondamment revenus sur la séance plénière qui s'est tenue hier à l'Assemblée nationale au Palais des gouverneurs à Porto-Novo. C'est une lecture croisée des journaux avec Latif Boni. Jeudi 20 juillet 2023, bonjour et bienvenue à la revue de presse. Enfin, les députés, les démocrates désignent leurs représentants après l'injonction de la Cour, peut-on lire à la une de la primeur. Un soupir, ni plus ni moins, pour marquer ce que mon confrère décrit à la page 5 du journal comme la fin d'un feuilleton où seul l'arbitre qu'est la Cour constitutionnelle a pu indiquer le bout de tunnel aux élus de l'opposition. Les injonctions de la haute juridiction ont libéré la voie et le quotidien décrit et rapporte une plénière tranquille où tous les postes de secrétaire de commission permanente ont été pourvus, ainsi que les occupants des sièges vacants aux parlements régionaux et dans les institutions nationales. C'est un échec du parti Les Démocrates que Béninois Libéré rapporte avec à la une désignation de leurs représentants dans les commissions et autres, les démocrates courbent l'échine. Mon confrère martèle qu'il aura juste fallu 24 heures après l'entrée en vigueur de l'ultimatum de la Cour pour voir la minorité parlementaire s'exécuter dans cette plénière d'hier mercredi, une plénière que l'article décrit aussi comme des plus calmes avant d'ajouter que les injonctions de la Cour constitutionnelle ont été suivies à la lettre.
Commission permanente de l'Assemblée nationale, les démocrates se plient à la décision de la haute juridiction. C'est ce qu'a écrit aussi le quotidien Gaskiani qui se réjouit du fait que désormais rien ne doit plus entraver le bon fonctionnement de la 9e législature. Pour le journal, le dossier des postes vacants était un bras de fer entre les élus de l'opposition et leurs collègues de la majorité. Bras de fer désormais enterré, se réjouit mon confrère qui salue le rôle joué par la Cour constitutionnelle dans ce déblocage. Tout ceci n'est que perte de temps, se désolent mes confrères du grand jury. Une perte de temps, conséquence d'une stratégie savamment déclinée par les démocrates pour arracher au peuple la pitié, analyse mon confrère qui se réjouit que tout ceci soit vite rangé dans le passé grâce aux injonctions de la Cour constitutionnelle. Dans les parutions du jour, pas belle à la mutation de l'espace médiatique avec la naissance d'un nouveau bébé, une naissance attendue pour le 24 prochain et qui est déjà célébrée avant l'heure. A plus Bénin, qui se veut le miroir du pays, a été lancé ce mercredi, nous apprend Dabarou. Le journal de Parakou détaille qu'à la conférence de presse de lancement, 3 membres du gouvernement étaient présents. Ils ont échangé avec les hommes des médias sur ce projet, fruit de la collaboration entre l'État et le groupe Canal Plus Bénin, dont les responsables ont d'ailleurs pris part à la conférence de presse, précise Dabarou. Matin Libre revient sur cette conférence de presse et pense que la présence des 3 ministres est la preuve de l'engagement du gouvernement à faire de la chaîne à venir une tribune de révélation des talents béninois. Le journal rapporte les propos de Jean-Michel Abimbola, le ministre de la Culture, qui pense que A Plus Bénin va permettre de mettre en valeur les paysages, les reliefs et la singularité du pays. Un ministre qui pense que le Bénin a une contribution à apporter à l'universel à travers son identité, sa culture et son sport. Son homologue du numérique, Aurélien Adam Soulé-Zoumarou, rassure les médias concurrents. A Plus Bénin, dit-elle, ne met pas en cause l'existence des autres chaînes de télévision publiques. La ministre explique que la nouvelle télévision vient aux côtés des autres chaînes publiques pour contribuer à l'amélioration du paysage audiovisuel en donnant la parole à tous les Béninois, en apportant aussi une nouvelle dynamique de production dans le secteur, conclut la ministre. Rapporté par Matin Libre qui donne des éléments sur les programmes, les thématiques et le contenu qui vont être offerts aux téléspectateurs à partir du 24 prochain à 14h. Mais vous déjà, dans votre journal demain, on se retrouve. Voilà, c'était donc la revue de presse de Latif Boni. Maintenant, on va suivre la page magazine. Et je vous l'annonçais en titre, nous sommes en pleine vacances et vous avez certainement des enfants, des petits frères ou sœurs, des neveux, des cousins, cousines qui sont en train de profiter actuellement de ces vacances après 9 mois de labeur. Eh bien, pendant ce temps, peut-être êtes-vous en train de réfléchir dans le sens de les inscrire pour suivre des cours de vacances pendant cette période dédiée normalement au repos. Eh bien, si ces cours de vacances sont très utiles pour l'apprenant, sont-ils indispensables pour lui? C'est là toute la question au cœur du magazine de ce jour avec Estelle Doponou et Kevin Benachawé qui sont allés interroger pour nous quelques acteurs expérimentés du système éducatif. Suivez plutôt. Les cours de vacances sont des enseignements donnés aux apprenants pendant la période de repos scolaire appelée vacances. Entre se reposer et profiter de ces enseignements, certains apprenants choisissent la deuxième option. Ces cours sont-ils indispensables au point que l'apprenant leur sacrifie ses vacances? Les acteurs du système éducatif jurent par tous les dieux. Ils sont incontournables pour plusieurs raisons, dont le changement de niveau d'études. C'est une nécessité. Dès lors qu'on sait qu'il y a certaines étapes de la vie scolaire qui sont difficiles pour les apprenants. Quelles sont ces étapes? Il y a l'étape de l'entrée à l'école, l'étape de l'entrée au collège, lorsqu'on quitte le primaire pour entrer au collège, l'étape du changement de cycle au collège. Les cours de vacances, justement, vont permettre de préparer des enfants qui ont réussi au CEP, de les préparer à s'adapter à la 6e. Lorsque l'enfant qui quitte le CM2 a l'occasion de suivre ce mois de cours de vacances où les organisateurs vont lui permettre de voir un peu comment les choses se font au collège, de s'habituer à la différence des enseignants de différentes matières, eh bien, dans sa tête,
il sait à quoi s'attendre. C'est la même chose quand on quitte la 5e pour entrer en 4e. Parce que quand vous étiez en 6e, 5e, bon, il n'y avait pas de coefficient, bon, vous étiez encore proche du primaire, mais lorsque vous entrez en 4e, là, on commence à appliquer les coefficients. Et si vous n'êtes pas préparé également, ça peut vous déstabiliser et vous mettre en risque d'échec. S'imprégner des différentes réalités de l'année scolaire à venir est alors fondamental pour l'apprenant. Même si cela implique la restriction des vacances, ce moment est sans doute attendu par l'apprenant. Mais le professeur Jean-Claude Roumenou reste ferme. On peut avoir l'impression que lorsque les parents décident d'inscrire leurs enfants au cours de vacances, c'est une manière donc de priver ces enfants-là du repos auquel ils ont droit. Mais si vous observez bien les choses, c'est dans la première moitié des vacances que les cours de vacances ont lieu. Ça veut dire que les apprenants, ils ont encore un mois de vacances. D'ailleurs, l'être humain a horreur de trop se reposer. Donc, quand on ampute leurs vacances de un mois, ça ne va pas les perturber. Les cours de vacances, certainement l'un des moyens les plus sûrs pouvant permettre à l'apprenant d'échapper à certaines difficultés auxquelles il pourrait être assujetti. Et ça, certains parents d'élèves l'ont compris. Ceux qui veulent que l'enfant tienne au début de la rentrée ne peuvent pas s'opposer à ça. Parce que ce qu'ils doivent voir au début de la rentrée, c'est ça qu'on leur apprend au cours des vacances. Et quand l'enfant va tout de suite, le pli là le suit pour les 9 mois à venir. Et donc, les parents lettrés ne peuvent pas aller contre ça. Sur le caractère indispensable des cours de vacances, les avis sont partagés. Certains acteurs du système s'abstiennent. Les cours de vacances, si je dois être objectif et conséquent envers moi-même, je vous dirais que ce sont des cours de trop. Ça, c'est personnel. Ce sont des cours de trop parce que pour moi, après 9 mois de cours, parce que désormais, il faut reconnaître que nos enfants font rigoureusement 9 mois à l'école, 3 mois, c'est pour se reposer les vacances et surtout pour passer du temps avec les parents. Parce que les parents, pendant l'année scolaire, ils n'ont pas le temps de rester avec leurs enfants, ils n'ont pas le temps de découvrir véritablement le visage de leurs enfants. Et normalement, les 3 mois de vacances devaient permettre aux parents de passer du temps avec eux et d'apporter quelque chose également à leurs enfants. Il n'est pas dit que c'est l'école qui doit tout faire. Il n'est pas dit que c'est l'école qui doit tout faire. Entre profiter entièrement de ses vacances et les partager avec les cours après 9 mois d'études, le choix reste une équation dont la résolution revient à chaque apprenant ou parent. De toutes les façons, nous souhaitons de très bonnes vacances à tous les apprenants. Mais nous ne sommes pas en vacances. On vous retrouve demain pour une nouvelle session d'information sur la télévision parlementaire du Bénin. À très bientôt.